Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Une info spéciale aujourd'hui qu'on vous présente qui va être une manière d'apprendre sur ce que c'est une MRC, en particulier la MRC Nicolet Yamaska. Et qui de mieux que Michel Côté, directeur général de son État de la MRC, Michel? Exactement. Qui de mieux, peut-être d'autres personnes de mieux, Oui, là, mais allons-y. Oui, parce qu'évidemment, on ne veut pas diminuer le rôle des élus, mais le responsable de l'administration de cette structure-là, c'est toi. Exactement. Tu as une équipe avec toi. Exactement aussi. Juste pour comprendre, toi, tu es directeur général de la MRC Nicolet Yamaska depuis quelle année? Depuis 2015. 2015. Oui, avril 2015. Et dans ce cadre-là, on a une équipe. Il y a combien d'employés à la MRC Nicolet? 23 employés à l'heure actuelle. 23. Donc, il y a d'autres embauches là, qui sont prévues prochainement, mais on devrait atteindre le 28 ou 29 employés là, à la fin du processus. Et est-ce que je me trompe à penser qu'on a une augmentation du nombre d'employés, exemple, versus 2015, quand tu es arrivé à aujourd'hui, il y a plus de gens? Oui, beaucoup même, mais il y a un contexte particulier. 2015, on se souvient, il y avait eu les coupures et au niveau des conférences régionales des élus, Oui. des coupures au niveau des CLD aussi à l'époque, donc il avait été amputé de 55 % de leur budget. Donc moi, quand je suis entré en fonction, il y avait 17 employés, dont 2 à temps partiel. Donc on a considérablement augmenté le nombre à l'époque, puis une progression qui vient avec l'accroissement des responsabilités des MRC aussi. Là. On y viendra. Donc, physiquement, la MRC Nicolet Yamaska, c'est un regroupement des municipalités qu'on a ici dans le territoire. Dans le fond, c'est quoi? De Lavin jusqu'au fleuve, de Sainte-Françoise jusqu'à Nicolet. Saint-François. Saint-François, oui. Saint-François, c'est dans l'autre. C'est MRC, excuse-moi. MRC de Bécancour. Donc, on a un regroupement de municipalités. Ça n'a pas toujours existé des MRC au Québec. Non, il y a 87 MRC au Québec là, qui couvrent l'ensemble du territoire. Depuis 1982, en fait, que les MRC ont été institués suite à l'adoption de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et, dis-moi si je me trompe, parce que tu es un spécialiste, mais moi, je suis un observateur intéressé. Exemple, Montréal n'est pas dans une MRC. Québec n'est pas dans une MRC. Non, ils ont des statuts particuliers. Parce que c'est des grosses villes. Oui, et ils sont dans ce qu'on appelle des communautés métropolitaines, donc qui regroupent la Ville de Montréal et les MRC avoisinantes. Même chose au niveau de Québec avec les MRC autour de la capitale. Évidemment, le temps passe. Là, 82, René Lévesque est encore premier ministre du Québec. Là. Fait qu'on se dit que ça fait quelques années quand même. Ça fait 40 ans cette année. Mais à l'époque, c'était quoi? C'est qu'on avait sur le territoire des petites municipalités qui souhaitaient mettre en commun des services? Bien, en fait, c'est pas de l'initiative des municipalités. Il y avait les comtés à l'époque là, qui remplissaient certains rôles administratifs comme l'évaluation foncière. L'institution des MRC, c'était vraiment pour structurer l'aménagement du territoire au Québec. Okay. Donc, le gouvernement a créé cette instance-là qui regroupait des municipalités autour principalement d'une ville-centre, comme le cas ici dans Nicolet-Yamaska. On a 15 municipalités autour de la ville de Nicolet, donc qui est notre ville-centre, notre chef-lieu là, pour la MRC. Puis là, en ce moment, la préfète, c'est comme ça qu'on dit ça? C'est comme ça qu'on dit ça. C'est Geneviève Dubois. Juste comprendre, est-ce que c'est un automatisme que ça soit le maire ou la mairesse de la plus grosse ville qui Pas du tout. Non. Pas du tout. Il y a des élections aux 2 ans pour Okay. le poste à la préfecture, donc qui comprend le poste de préfet ou préfète et le poste de préfet ou préfète suppléante pour l'organisation. Donc, Okay. à tous les 2 ans, il y a des élections ici au niveau du Conseil des maires. C'est une élection par les pairs, en fait. Oui, donc, c'est les membres du Conseil. Certaines MRC au Québec ont des préfets ou préfètes élus au suffrage universel. C'est pas une pratique qui est très, très répandue. Puis il n'y a pas eu de discussion non plus ici à cet effet-là, mais c'est une possibilité. Mais ici, le choix qui a été fait, puis qui est celui là, qui est en place là, depuis 1982, c'est que le préfet ou la préfète est élu parmi les membres du conseil suite à un vote. Évidemment, je ne veux pas faire de la science politique. Est-ce que c'est un niveau de gouvernement, une MRC? Parce que là, tu me dis, oui, un préfet d'élu, mais moi, exemple, je ne pourrais pas siéger sur le conseil de la MRC. Je ne peux pas me présenter si je ne suis pas maire. C'est ça. Dans le fond, tous les maires ou mairesses des municipalités membres de la MRC, puis ils sont membres d'office en tant qu'MRC du territoire, c'est eux les représentants
qui siègent au Conseil des maires. Donc, OK. il n'y a pas d'élection à ce niveau-là. C'est automatiquement, lorsque la personne est élue à la mairie d'une des municipalités de notre territoire, elle a un siège au niveau de la MRC. Mais bien qu'on n'y vote pas directement comme citoyen, comme toi et moi, Non, on ne vote pas, effectivement. mais ça reste que ça ressemble de plus en plus à un palier de gouvernement. Me trompes-tu? On rentre dans la catégorie des gouvernements de proximité. Donc, c'est l'expression là, que les gouvernements précédents utilisaient pour reconnaître le rôle des élus municipaux. Et comme notre organisation, qui est une municipalité et qui est dirigée par des élus municipaux, ben oui, on est un gouvernement de proximité aussi, même s'il n'y a pas de pouvoir de taxation là, comme une municipalité. Donc, on n'est pas en première ligne, comme on dit, dans les services à la population, mais on soutient les municipalités membres. Bon, soutien, bon, en résumé, là, puis je veux pas qu'on rentre dans des détails. Tu disais qu'il y avait une vingtaine d'employés. Je veux pas savoir tout ce qu'ils font, mais les grandes missions de la MRC Nicolet et Yamaska, c'est quoi? À la base, c'était l'aménagement du territoire. Donc, OK. c'était vraiment au fondement des MRC. Au début, il y avait 3 ou 4 employés. C'est pour ça que ça l'a considérablement augmenté au fil des ans. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est que les responsabilités ont augmenté. Donc, oui, l'aménagement du territoire est là, mais au fil des années, le développement économique est venu se greffer, protection de l'environnement. Donc, les gens qui ont des projets d'entreprise, ça se peut qu'il y en ait qui nous écoutent, qui ont déjà présenté des projets, qui ont déjà été conseillés par des Conseillers, jeunes soutenus MRC. financièrement. On a différents programmes Ça, aussi. c'était en 82, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça. Les CLD ont été mis en place aussi. Nous, on a fait le choix, suite aux coupures de 2015, on a intégré le développement économique au sein de la MRC. Donc, toute l'équipe des postes réservés pour les CLD, ben, ça fait partie de la MRC maintenant. Tu parles de création d'emplois, puis tu vas m'en dire d'autres, mais même qu'ici, notre MRC intervient au niveau de l'immigration. On intervient au niveau de l'immigration. On a mis en place différents projets qu'on travaille en partenariat, par exemple, avec le Carrefour Jeunesse Emploi de notre territoire, avec la Corporation de développement communautaire aussi. On offre des services aux municipalités. Vous avez parlé tantôt des regroupements de services. C'était pas ça l'idée à la base, mais ça s'est imposé au fil du temps. Parce qu'on le voit, les besoins des municipalités, leurs responsabilités augmentent aussi. Souvent, les municipalités peuvent ne pas avoir les moyens d'avoir une ressource à temps plein, mais pour répondre aux besoins. Donc, au niveau de la MRC, par exemple, on offre les services d'inspection en bâtiment et en environnement pour 14 de nos 16 municipalités. Donc, on a comme fait un pote collectif. On fait un pote collectif. Puis on engage une ressource qu'on pourrait pas, la municipalité de 800 habitants ne pourrait pas s'en payer un temps plein. Non, puis où n'aurait pas une charge de travail suffisante pour combler un poste à temps plein. Donc, pour l'instant, on a 4 personnes dans l'équipe d'inspection puis qui répond aux besoins de 14 municipalités. Donc, ça permet aussi, si, exemple, il y a des vacances, maladie, on est capable d'assurer une continuité de service aussi. Donc, même si le service n'est pas offert directement aux citoyens, mais de demander un permis, dans le fond, le citoyen va le faire à un inspecteur à sa municipalité, mais c'est la MRC qui fournit la ressource. Et comme aujourd'hui, on va voir tantôt justement une séance du Conseil des maires de la MRC Nicolet-Yamaska. On se fait déléguer des sommes à gérer par le gouvernement. Oui. Je ne me trompe pas en disant ça. Exemple, le fonds culturel, c'est des sommes qui viennent du gouvernement. C'est des sommes qui viennent du gouvernement. Il y a différents différents programmes. On fait des programmes. appels de projets, puis là, il y a des élus qui se réunissent avec des fonctionnaires de la MRC, puis on décide qui va avoir quoi. C'est tout le temps les élus qui décident. OK. Donc, le Conseil des maire est l'instance décisionnelle. On a formé différents comités de travail pour faciliter les discussions. Puis oui, il y a des partenaires, il y a des employés de la MRC qui participent aux réflexions, qui alimentent, mais la décision finale revient toujours aux élus. Comme tantôt, ben là, c'est sûr, là, vous autres, vous allez le voir tantôt, mais je te voyais tantôt intervenir lors de la séance. Tu disais pas, tu faisais des recommandations aux élus. Toujours. Tu peux pas dire, moi, j'ai décidé ça. Parce que t'es un... Je pourrais essayer une fois, mais je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Là. Mais il reste que tu as quand même t'as des pouvoirs délégués comme gestionnaire de l'organisme. En fait, on établit une relation de confiance avec ça. nos élus. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et on fait des recommandations. On soumet des propositions, mais la décision va toujours revenir la au légitimité conseil. repose sur les épaules des élus. Et ça, c'est fondamental aussi. Pour jouer un rôle de gouvernement de proximité comme celui-là, c'est comme le gouvernement qui est élu à l'échelle du Québec. C'est des représentants élus qui ont la légitimité de prendre les décisions. Et c'est eux qui se présentent devant la population. C'est eux qui vont être redevables. Oui, on peut recevoir des appels parfois de citoyens aussi, mais
souvent, ça va passer par l'élu. Donc, c'est important qu'on préserve cette légitimité-là. Et là, cette mission-là, elle se traduit dans des séances du Conseil des maires de la MRC Nicolet-Yamaska. Première chose, c'est public. Oui, c'est public. On peut y assister. On peut y assister. C'est toujours ouvert et vous avez vu, puis vous allez le voir tout à l'heure dans le déroulement de la séance, il y a aussi une période de questions qui est réservée aux citoyens, aux journalistes présents dans la salle pour avoir des précisions sur certains points qui sont présentés. Sur les séances du Conseil, il y a plusieurs points qui sont à l'ordre du jour, donc différentes décisions qui sont prises. Donc, on présente souvent le résultat des discussions, des travaux qui a eu lieu. On essaie de mettre des éléments de contexte aussi pour que ça soit clair, mais c'est toujours possible de poser des questions ou d'avoir accès à différents documents. Là. Donc, on a un ordre du jour, on va prendre des décisions et comme les séances sont publiques, les documents sont publics. Les documents sont publics aussi. Accessibles sur le site web Accessibles sur le site. Yamaska. Oui, toutes les décisions qui sont traitées publiquement sont accessibles. OK. Bon, mais merci, Michel. Ça me fait plaisir. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil des maires du mois d'octobre. Donc, sans plus tarder, allons-y avec l'ordre du jour. On a quelques petites modifications à vous proposer. Donc, il y aurait le retrait du point 5.3, demande financière MTQ, ainsi que 5.4, demande d'aide financière en tourisme. Ce sera des demandes qui seront reportées à un conseil ultérieur. Et on ajouterait aussi une résolution là, qui désigne un représentant de la MRC au Galard qui aura lieu le 17 novembre à Victoriaville. Donc, on pourra faire ça à la fin. Alors, avec ces modifications-là, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Madame Godette, Monsieur Bédard, merci beaucoup. Adoption maintenant des délibérations du Conseil des maires du 20 septembre dernier. Donc, vous l'avez reçu à l'avance. Si je n'ai pas de questions ou de modifications, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Deschaines avec Monsieur Marcotte. Merci beaucoup. Délibération maintenant du comité administratif du 5 octobre dernier. Même chose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire, Monsieur Noël. Merci. Documents reproduits, Monsieur Côté. Les documents reproduits vont vous être présentés là, au fur et à mesure des différents points à l'ordre du jour. Donc, on serait déjà rendu au point 2.1, qui est l'acceptation du 75e projet, revitalisation de la municipalité de Saint-Wenceslas. Donc, un projet dans la municipalité il y avait un montant de 20 000 là, qui restait disponible dans l'enveloppe dédiée à la municipalité de Saint-Wenceslas. Le projet est pour un coût total de 40 391,53 $. Donc, la municipalité prendrait le 20 000 restant pour la réalisation de son projet. Donc, il a été jugé éligible, répond aux normes minimales du fonds. Donc, on vous le soumet là, pour approbation là, au niveau du conseil. Monsieur Dupuis pour en faire la proposition. Monsieur Vouligny pour appuyer. Merci beaucoup. 3.1 maintenant. Motion de félicitations à Monsieur Martel et aux candidats. On vous propose de féliciter collectivement notre député, M. Martel, qui a été réélu. On saura demain s'il y aura un rôle particulier à jouer au sein du gouvernement. Mais quand même, on vous propose de lui envoyer une lettre de félicitations, ainsi qu'aux candidates qui n'ont pas été élus, mais qui ont quand même fait campagne pendant, si ça vous va, là. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, M. Bédard, merci beaucoup. 3.2, fourniture de services professionnels en ingénierie, vision et stratégie d'aménagement du territoire. Donc, c'était concernant l'évaluation de nos infrastructures d'eau existantes et projection de mise à niveau. Monsieur Côté. Donc, il y a eu un appel d'offres sur invitation pour avoir les services d'une firme de génie qui va nous accompagner dans notre démarche d'aménagement du territoire pour évaluer les capacités en eau, autant les ressources disponibles en eau potable que les installations nécessaires suite au futur développement pour le traitement des eaux usées.
Par contre, la soumission retenue, qui était la plus basse, excède quand même là, les prévisions budgétaires. Donc, on vous recommande de refuser les propositions qui ont été soumises et on va revenir avec une nouvelle proposition mieux adaptée ou qui va nous permettre là, de respecter le budget établi tout en atteignant les objectifs qu'on s'est donnés pour être en mesure là, de réaliser ce mandat. Excusez, M. Côté, est-ce que déjà vous êtes au courant de toutes les parties d'infrastructures qui sont évaluées? Comme nous, à cette monnaie, qu'on a un travail de fait là-dedans. Aussi. Au niveau de la gestion des actifs? Oui, ça, toutes les informations sur vos actifs sont compilées ici avec notre service de géomatique. Donc, c'est sûr, on va partir aussi de ces informations-là. Donc, on a quand même une bonne avance là, dans l'évaluation de ces infrastructures-là. Par contre, en fonction des scénarios d'aménagement et de développement qui seront élaborés pour chacune des municipalités, c'est là que l'évaluation, autant des ressources en eau que des installations qui seraient nécessaires pour traiter les eaux usées, va être indispensable aussi. Mais on ne peut pas les faire à l'avance. Ça va vraiment dépendre de la forme de développement qu'on va se donner dans chacune des municipalités. Ça répond à votre question, Mme Gendron? Donc, est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une résolution, M. Côté? S'il vous plaît. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Lefebvre, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Deschênes, merci beaucoup. Adoption maintenant de notre plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a confié le mandat à YHC qui a fait notre portrait. Et là, on en est à se fixer nos propres objectifs, M. Côté. Oui, en fait, les objectifs étaient établis. Donc, on est des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de 30 % à l'échelle corporative. Ce que ça signifie, c'est que le plan a été fait selon 2 volets. Ils ont évalué les émissions de gaz à effet de serre en fonction des infrastructures municipales et il y a eu un portrait aussi au niveau du territoire. Donc, le plan qui a été présenté à notre comité d'aménagement et environnement contient ces portraits-là avec les cibles établies. Là, ce qu'on voit au niveau des infrastructures municipales, donc le volet corporatif, les principaux émetteurs, c'est l'utilisation d'énergie fossile pour les bâtiments municipaux et les véhicules. Donc, ces éléments-là qui sont les principaux émetteurs. Donc, le portrait, c'est 518,7 tonnes d'équivalent de CO2 pour l'année de référence 2018. Donc, il fallait établir un point de départ pour être capable d'évaluer par la suite les actions qui seront mises en œuvre pour voir si on atteint les cibles qu'on s'est données. Donc, pour ces éléments-là, l'objectif est de réduire les émissions de 30 % d'ici 2035. Donc, ça fait partie, ce plan-là, de la gamme d'outils que les municipalités vont avoir pour mettre en œuvre différents moyens pour réduire leurs émissions de GES. Donc, ils peuvent s'inscrire aussi dans notre volet signature innovation qui vise à mettre en place des infrastructures écologiques dans chacune des municipalités. Donc, c'est un élément sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi pour la planification de vos travaux. Et au niveau de la collectivité, les émissions de GES, c'est 128 768 tonnes d'équivalent d'émissions de CO2 pour l'année de référence 2018. Les enjeux, essentiellement, c'est le transport et la mobilité. Donc, ça représente 80 % des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Donc, de travailler ce volet-là va nous permettre, ce qu'on souhaite, là, d'atteindre une réduction de 20 % d'ici 2030 et de 46 % d'ici 2040. Évidemment, il y aura des mesures gouvernementales aussi qui se mettent en place avec toute l'électrification des transports, mais ça pourra nous servir aussi de guide dans nos différentes interventions pour réduire les émissions de GES. Est-ce qu'il y aura un mécanisme de suivi qui sera mis en place pour vérifier si on atteint nos objectifs? Oui, on va refaire des vérifications, pas à chaque année, mais on va se donner un échéancier aussi pour voir, là, on a l'année de référence 2018. On pourrait voir au tiers du parcours, on refait une évaluation pour voir la progression qu'il y a eu dans nos émissions de gaz à effet de serre et voir si on est sur la bonne voie ou s'il y a des mesures plus importantes qui devront être mises en place là, pour atteindre nos objectifs. Je sais que sur le cadre, tu devrais être au courant, mais j'ai manqué quelques réunions. Puis aujourd'hui, dans le Devoir, il y avait un article très intéressant sur comment on dispose de nos eaux usées. Entre autres, il revenait sur la quantité de GES qu'on émet quand on vide les lagunes. C'est très important. Est-ce que ça fait partie du bilan? Il me semble qu'on n'avait pas parlé à ce moment-là.
Je ne pourrais pas vous dire là, par cœur tout le contenu là, de ça, mais ça ne veut pas dire on doit l'exclure. Ouais. Donc, s'il y a des nouveaux éléments, parce que les connaissances évoluent aussi dans ce secteur-là, mais on pourrait inclure certains de ces aspects-là qui viendraient toucher soit le volet corporatif, soit le volet collectivité. Mais oui, on pourra le suivre. Là, ça nous prenait un point de départ, en fait. C'est 2018 avec l'évaluation qui a été faite pour avoir notre progression dans la réduction des gaz à effet de serre par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Biron? Les petites anomalies qu'il y avait au sein des diagnostics de 2018 ont été corrigées. Oui, on avait transmis les informations. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, M. Lemire, merci beaucoup. 3 prochaines demandes, ce sont vraiment des demandes d'aide financière là, au volet 4 du FRR. La première demande, c'est concernant un conseiller ou conseillère en carboneutralité, en résilience climatique, ressource qui sera partagée. Oui, Monsieur absolument. En fait, en lien avec ce qu'on vient de présenter, là, le plan de réduction des gaz à effet de serre, on termine aussi, avec la collaboration de la Fédération québécoise des municipalités, un plan d'adaptation au changement climatique. Il y aura on a notre projet pilote sur la séquestration du carbone en bande riveraine aussi. Donc, pour être en mesure de mener de l'avant ces différents plans-là, d'accompagner les municipalités, on vise à se doter d'une ressource spécialisée en carboneutralité et résilience climatique. Merci pour le nom. Oui, c'était une grande recherche pour trouver un titre qui était accrocheur. Et on y allait d'avance aussi. Vous connaissez le contexte de pénurie de main-d'œuvre aussi. Donc, c'est pour les prévisions de 2023, on s'y prenait dès maintenant pour être en mesure on se donne tous les moyens, en fait, pour trouver les ressources pour le début de l'année prochaine. Et ce qu'on vous dépose ce soir, en fait, c'est 3 demandes de subventions qui seraient adressées au ministère des Affaires municipales dans le programme de mise en commun pour des partages de ressources au sein des municipalités. Donc, en lien, en fait, avec nos différentes planifications et nos besoins au niveau de l'organisation. Est-ce qu'il y a des questions ou ça va? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Vouligny, M. Deschênes, merci beaucoup. Non, on va les faire une à la fois. 3.5 maintenant, c'est toujours dépôt d'une demande d'aide financière dans le même volet, le volet 4 du FRR, mais là, on parle d'un conseiller-conseillère en mobilité durable. Oui, pour tous les éléments vélo électrique qu'on veut développer notamment. Donc, une ressource spécialisée là, dans ce domaine-là aussi, en prévision du budget 2023. M. Lefebvre en fait la proposition. M. Dupuis appuie. Merci beaucoup. 3.6, troisième et dernière demande, toujours dans le volet 4 du FRR, concernant un technicien ou une technicienne en informatique niveau 1 et 2. Oui, donc on a déjà une ressource au niveau informatique, municipalité qui s'est ajoutée aussi, les besoins qui sont croissants dans les municipalités, au niveau de la ville de Nicolet, au niveau de la MRC. Donc ça aussi, on voulait le déposer d'avance, techniciens et techniciennes en informatique qui ne sont pas des ressources qui courent les rues nécessairement. Donc on se donne un peu d'avance pour être capable de recruter. On serait très heureux de trouver rapidement, mais c'est la stratégie là, pour qu'on puisse avoir les ressources dont on a besoin en 2023. M. Noël, pour en faire la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Godette, merci beaucoup. 3.7 maintenant, autorisation de signature d'un avenant à l'entente avec la Corporation de développement durable dans le cadre du projet d'économie circulaire Centre du Québec. Je vous rappelle qu'on a déposé une demande conjointement avec 3 autres MRC du Centre du Québec pour se doter de ressources qui vont stimuler le développement de l'économie circulaire sur le territoire de la région. D'ailleurs, ça serait une des prochaines présentations des projets régionaux qu'on vous soumettrait pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qui se fait à l'échelle de la région et qui a un impact directement sur nos territoires. Donc, ce projet-là avait été accepté et financé par Recyc Québec, ce qui fait en sorte qu'on a une ressource partagée entre la MRC Nicolet-Yamaska et la MRC de Bécancour pour créer
des liens entre les entreprises, pouvoir permettre de récupérer ce qu'une entreprise va considérer comme un déchet, mais qu'une autre, ça va devenir une ressource. Donc, il y a différents maillages comme ça qui sont déjà démarrés et il y en a d'autres là, qui sont en cours d'élaboration. Donc, on avait le financement jusqu'au mois d'août 2023 avec Recyc Québec. Il y a d'autres demandes de financement qui sont en préparation pour assurer la pérennité de ce projet-là au niveau régional. Par contre, il y a une période où il y aurait un léger investissement nécessaire de la part des 4 MRC participantes pour assurer entre le mois d'août 2023 et le mois de décembre 2023, le temps que les autres demandes de subvention soient acceptées et que le financement soit assuré pour plusieurs années. Donc, c'est un investissement supplémentaire qui nous est demandé. Donc, pour un total pour l'année 2023 de 20 100 $. Donc, c'est aussi prévu là, dans la planification budgétaire là, pour 2023 qui a été établie et qui vous sera présentée très prochainement, mais ça rentre là, dans le cadre budgétaire qu'on s'était donné. Donc, avec les résultats qui vont vous être présentés, avec l'importance que ce secteur-là est appelé à grandir, en fait, là, au cours des prochaines années. Moi, je vous en fais la recommandation là, pour qu'on puisse garantir ce financement-là. C'est un projet régional là, qui nous lie et qui va nous permettre là, de répondre à de nombreux besoins là, sur notre territoire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Une question, M. Noël? Oui. Allez-y. Le montant de 20 000 $, c'est par MRC? Oui. Par MRC participant? Oui. Ça, on a le même montant parce que c'est pour le même nombre de ressources. C'est bon. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Deschaines, merci beaucoup. 3.8 maintenant, nomination d'une représentante ou d'un représentant du service de développement économique au conseil d'administration de Micro-entreprendre Centre du Québec. On comprend que c'est en remplacement de Mme Vachon? Oui, donc suite au départ de Caroline là, qui siégeait sur le conseil d'administration de Micro-entreprendre Centre du Québec. Donc, Micro-entreprendre qui est un organisme là, qui fait la promotion du microcrédit, qui accompagne là, des entrepreneurs qui n'ont pas accès à des sources de financement là, qui sont plus conventionnelles. Donc, avec l'embauche de notre nouvelle analyste financière, Julie Provencher, donc on vous recommande là, qu'on puisse nommer Julie sur le conseil d'administration de Micro-entreprendre. Nouvelle ressource qui vous sera présentée aussi à une prochaine séance aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Boucher, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Théroux, merci beaucoup. Entérinement maintenant des décisions du comité de sélection du Fonds culturel 2021-2023 de la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que c'est M. Deschaines qui fait la présentation ou c'est... Est-ce que vous les avez devant les yeux, M. Deschaines? Oui. OK, parfait. Je vous laisserai aller. Donc, ce que vous avez dans le précédent bar est correct. On a eu le 14 septembre, on a tenu le comité, on a analysé les fonds culturels. Nous avons analysé 3 projets pour la MRC Nicolet-Yamaska, 4 projets pour la MRC de Cancourt et 2 projets dans le cadre du projet de territoire qui avait une portée sur l'ensemble des 2 MRC. Donc, pour la MRC Nicolet-Yamaska, les 3 projets ont été acceptés tels que présentés pour un montant de 5 435 $ et un projet de territoire a été accepté pour 10 000 $. Le coût total des réalisations de ces projets sont estimés à 41 554 $. Donc, 2 000 $ ont été approuvés pour le Centre des arts de Nicolette pour le projet série 4 événements alliant prestations musicales et théâtre sur le thème de la Renaissance. 1 435 $ a été approuvé pour la municipalité de Saint-François-du-Lac pour le projet Dans nos vieilles maisons, bien danser comme dans le temps, qui permettrait d'apprendre des chants et des danses d'autrefois. 2 000 $ a été approuvés pour l'Orchestre Avant du Centre du Québec pour un projet souper-concert 10e anniversaire qui prendrait la forme d'un souper spectacle à l'école secondaire de la Découverte. Finalement, dans le cadre du projet à portée régionale couvrant la MRC de Cancourt et de Nicolet-Yamaska, 10 000 $ a été approuvé pour Télécar, pour un projet au cœur de la culture qui permettrait la création de 8 émissions culturelles présentant des artistes et des écrivains, les 2 MRC. Ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Deschaines. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition?
Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai... Ah, bien, Monsieur Deschênes, j'imagine, vous en faites la proposition. Ben oui. Monsieur Marcotte va l'appuyer. Merci. Nomination maintenant d'un représentant ici du milieu socio-économique au Comité aviseur Accès Entreprises Québec 2022-2023. Monsieur Côté. Donc, suite au déploiement du réseau Accès à Entreprises Québec, là, qui nous a permis d'avoir des ressources supplémentaires à la MRC au niveau du développement économique, il y a un comité aviseur qui a été constitué. Et vous allez voir à la résolution suivante aussi, on avait notre comité d'investissement commun là, où les différentes demandes de financement sont traitées. Donc, suite au départ de notre représentant du milieu, on avait déjà nommé les autres membres du comité, mais il restait ce poste-là à combler. Donc, c'est M. Pierre-Alexandre Tremblay, là, qui est directeur financier chez Rovibec, là, qui accepterait là, de siéger à titre de représentant du milieu socio-économique là, sur ce comité-là. Et candidature là, qui est recommandée là, par le comité d'investissement qui a eu lieu le 29 septembre dernier. Donc, on ferait la recommandation d'adopter la résolution pour nommer M. Tremblay à la fois sur le comité aviseur Accès Entreprises Québec et sur le comité d'investissement commun de la MRC. Deux résolutions Deux différentes. résolutions distinctes, s'il vous plaît. Donc, est-ce que c'est une question, Mme Gendron? Proposition pour le comité Accès Réseau Entreprises. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Bédard. Et pour le comité d'investissement, M. Lemire, Mme Godette, merci beaucoup. Ça va, M. Côté? Ça va. Ça roule? Ça roule. 3. Qui a appuyé? Mme Godette. Bon, merci. M. Lemire, Mme Godette. 3.12 maintenant, offre de services en droit municipal. M. Côté. On a recours à différents services juridiques dans le courant de l'année au niveau de la MRC pour différentes questions. Donc, certaines questions, des fois, qui nécessitent des analyses plus approfondies, des avis juridiques. Mais on a beaucoup de questions aussi là, qui peuvent se régler, là, des fois, sur un appel en quelques minutes. Et pendant plusieurs années, on était avec une firme. Puis je vous dirais, au fur et à mesure que la situation évolue aussi, bien, on peut être amené à changer de firme conseil, ce qui n'empêche pas que pour certains points, on fasse affaire à une. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on peut varier aussi là, selon les différents enjeux. Ça permet d'avoir des points de vue là, parfois différents. Donc, on a demandé en particulier là, une offre à la firme Laverie avec lesquelles on est amené à travailler à certaines occasions. Je pense que certaines municipalités aussi là, font affaire avec cette firme-là. Donc, il nous offre, il nous propose là, les services justement pour de la consultation téléphonique là, pour des questions qui peuvent se régler sans analyse recherchée. Je vous amène le point parce qu'il y a, dans les différents scénarios qu'ils proposent, il y en a deux qui attirent mon attention. Il y en avait un qui appelle plus classique, avec les consultations là, dont je viens de vous parler, là, pour un montant de 1 000 $. Mais il y a aussi un autre forfait pour 1 200 $ où là, il y a aussi une séance annuelle avec le Conseil des maires d'une soirée de travail pour que vous puissiez poser des questions, analyser certaines situations. Donc, je trouvais intéressant pour la différence de prix, bien, qu'on puisse avoir une séance là, de travail d'une durée de 2 heures, 2 heures et demie avec la firme. Puis ça permet des fois de régler plein de points. Puis le fait de le faire en commun, bien, ça peut permettre aussi à répondre à d'autres questions qu'on n'avait peut-être pas pensé, mais de voir que les municipalités peuvent avoir les mêmes situations qu'ils vivent, donc d'avoir ces réponses-là en groupe. Je trouvais l'idée intéressante là, pour un montant de 1 200 $. Est-ce que ça... Oui, question, M. Noël? C'est ce même forfait, nous, qu'on a avec la même firme, puis ça fait quelques mois déjà, ça va très bien. On a-tu un avocat déjà qui est attitré à nous? Oui, OK. Oui, c'est Maître Fradette. OK, d'accord. C'est une question, ouais. Il y a une différence de prix entre les deux, c'est 200. 1 1200. Est-ce que ce soir, on doit aussi se prononcer sur le forfait qu'on souhaite? Ou toi, tu nous fais une recommandation? Bien, pour si vous êtes prêts, on pourrait enclencher, puis ça débuterait pour 2023. Là. OK. Avec la séance de travail avec les Oui, maires? donc le forfait dit complet OK. de l'offre de service. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou
Ça vous irait pour en faire la proposition, M. Marcotte? M. Bédard, pour appuyer? Oui. OK, parfait. J'ai ma résolution, merci. 3.13 maintenant, notre proposition de calendrier 2023 pour nos séances de conseil des maires et notre comité administratif. Oui, donc vous voyez que la résolution n'est pas très longue. En fait, je vous amène l'idée et on aura à adopter la résolution officiellement le mois prochain. En fait, on a mis en place depuis quelques années. Il y a les séances de conseil des maires à tous les mois, là, sauf les exceptions là, qu'on prévoit là, au niveau de l'été puis du mois de décembre. On a une séance de travail par mois, aussi équivalente au nombre de séances du conseil des maires. Et on reçoit aussi là, à l'occasion, en huis clos, là, des invités là, qui souhaitent nous partager là, échanger avec nous sur certains sujets. Et bien, vous avez vu aussi là, que ces périodes-là sont toujours très, très remplies. Les séances de travail se succèdent. Ça l'a permis d'approfondir plusieurs sujets. Donc, je pense que c'est fondamental de les maintenir, mais je me rends compte aussi, des fois, on aurait besoin de se voir plus souvent pour des séances de travail, mais on comprend aussi qu'il y a une charge. Vous avez une charge dans vos municipalités, il y a une charge ici au niveau de la MRC, vous avez d'autres occupations. Puis, on ne veut pas... On ne veut pas non plus là, trop multiplier les rencontres en dehors du calendrier régulier qu'on établit pour les séances de travail, les séances du conseil. La proposition que je vous soumets, puis je ne souhaite pas avoir de décision ce soir, légalement, on peut tenir des conseils des maires à tous les 2 mois. Donc, il y a un délai maximal qu'on doit respecter entre 2 séances. Ce que je veux vous amener, c'est qu'on prévoit un calendrier, puis là, il faudra tenir compte là, des délais, justement, là, avec la pause du mois de juillet, mais qu'on ait un peu moins de séances de conseil des maires, qui fera en sorte qu'il y aurait peut-être un peu plus de sujets à amener à l'ordre du jour, mais vous voyez, c'est souvent beaucoup d'éléments administratifs qu'on traite au niveau du conseil, mais que les séances du conseil qui ne seraient plus à l'ordre du jour deviennent des séances de travail aussi. Donc, il y a certains mois, on aurait 2 séances de travail, 2 semaines à 2 semaines d'écart, donc qui nous permettraient de traiter des sujets qui des fois nécessitent plus de réflexion, qui nécessitent plus d'explications aussi, et ça nous permettrait d'y coller pour pas qu'on perde le fil non plus d'un mois à l'autre, puis qu'on doive revenir. Donc, ça pourrait nous permettre là, de travailler encore plus sur nos projets. Puis avec ce qui s'en vient, vous savez, on a des projets d'envergure, il y a des grands enjeux auxquels on va devoir s'attaquer. Donc, ça nous permettrait de se libérer du temps, je le dis en guillemets, libérer, là, guillemets, mais pour qu'on puisse justement là, avoir davantage de séances sans que ça devienne beaucoup trop lourd aussi là, au niveau de la charge pour la MRC. Même si je sais que vous avez toujours énormément de plaisir à venir ici, puis vous n'êtes pas obligé de répondre, je le sais intimement, mais ça serait la proposition que je vous amènerai le mois prochain. On va devoir prendre une décision le mois prochain parce que c'est adopté par règlement et on doit publier le calendrier, mais je voulais déjà voir avec vous si c'est complètement farfelu. Vu qu'il y a des journalistes, je demanderais de le dire poliment si c'est farfelu, mais c'est la proposition. Madame Gendron? Je vais être très polie. La dernière fois, on a annulé un comité de travail parce qu'il y avait des choses qui s'étaient cancellées. J'étais contente parce que moi aussi, mon autre jour était chargé. Mais après ça, j'étais déçue parce que il y avait plein de sujets, je pense qu'on aurait pu creuser, puis on a fait d'autres choses, c'est sûr. Mais c'est pas juste qu'on aime venir ici. Pour moi, c'est un besoin de discuter avec les collègues qui ont de l'expérience dans un certain champ que moi, j'ai pas. Puis c'est pas toujours possible quand les caméras sont là, je pense que tout le monde va le comprendre. Puis oui, on a besoin, parce que les défis qu'on a, les petites municipalités, puis les moyennes comme Nicolette, c'est extraordinaire, là, ça n'arrête pas. Alors, je ne sais pas quelle formule vous allez retenir, mais pas moins de rencontres. Pas moins de rencontres. Faites attention quand même, si vous décalez trop, il y a quand même des décisions qu'on va devoir prendre parfois rapidement, puis 2 mois, c'est long. Ça peut être long. On aurait toujours, ça pourrait être une expérience pour 2023, advenant le cas où il y a une décision qui doit être prise, puis il y a toujours la possibilité de convoquer une séance extraordinaire pour un point ou 2 points en particulier.
Ce qu'on essaie de ne pas avoir trop recours parce que ça peut chambouler les horaires aussi, puis il y a des procédures à suivre. Mais ils peuvent se faire la deuxième journée du... Ça pourrait se faire là, effectivement. Donc, il y a moyen aussi là, de répondre à la prise de décision urgente, mais pour qu'on puisse, dans le cadre de travail qu'on s'est donné, bien, qu'on puisse avoir plus de séances et non pas tout le temps non plus précipiter ça une demi-heure avant la tenue du conseil aussi, où on le voit, on n'a pas le temps d'approfondir les points. Bien, je pense que ça pourrait être une option intéressante. Puis parfois, on l'a vu tantôt, on compresse un peu le temps des invités parce que c'est ça, il y a une réalité de temps, puis peut-être qu'on aurait aimé aller plus loin ou poser plus de questions. Donc, c'est un peu à cette conclusion-là qu'on en est venu là, avec cette proposition-là. Monsieur Deschênes. Moi, j'aime l'idée, parce que dans les séances de travail, on a le temps de se jaser, on a le temps de parler. De réfléchir. De réfléchir, donc, puis depuis que tu as instauré ça, les séances de travail, je trouve que les dossiers avancent rapidement, puis on est capable d'aller plus en profondeur dans les décisions. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, puis je pourrais l'essayer, ce que tu proposes. En fait, je pourrais vous amener 2 propositions où il y aurait le calendrier, comme on adopte à chaque année, séance de travail, le CA le premier mercredi, séance de travail le 2e, Conseil des maires le 3e. Et je vous mettrai aussi là, une autre proposition avec ce que je viens de vous présenter. Puis vous pourrez faire le choix là, lors de la séance. On va peut-être faire aussi partie des réflexions. On sait qu'en général, le Conseil des maires, c'est 1 heure. Peut-être que s'il y a des propositions qui sont rejetées, le Conseil des maires pourra être à 8 heures puis commencer, si on a des invités, à 6h30. Donc, on aurait 1h30 au moins compressé dans le temps. Puis on finira à 9h au lieu de 8h30, ce qui est quand même pas pire. Puis, au lieu de commencer à 6h, parce qu'avec tout le monde, avec le travail qui est plus difficile, bien, ça donnerait peut-être moins de compressage pour nos invités ou autant de compressage, mais plus de temps pour nous à jaser de points avant si toutefois l'idée des 2 séances par mois de travail est rejetée, mais ça pourrait être une option qui nous donnerait libérer 30 minutes. Oui, parce que les invités, souvent, on les invite avant la séance des maires, tu sais, fait que... Parce qu'on ne veut pas toucher à notre séance de travail, fait qu'on pourrait réaménager ça. Parce qu'un n'exclut pas l'autre non plus. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, je vais... Ça vous va? J'ai une autre dernière intervention. C'est ça, au niveau administratif, bien sûr, que c'est de voir aux 2 mois, des fois, s'il n'y a pas des... Tu sais, si on a trop de séances extraordinaires, bien sûr, là, je pense que c'est une bonne proposition. Là. Il y a une séance qui peut être un conseil des maires, mais qui peut durer une demi-heure, qui devient un conseil extraordinaire, mais qui ne sont pas extraordinaires, sont le reporte. Si on a des besoins administratifs. Mais le but de se jaser, par exemple, je pense qu'on a tellement de projets sur la table actuellement là, que ça va être une bonne façon de pouvoir plus échanger puis de s'en parler plus longuement, puis d'avoir l'opinion de tout le monde aussi par rapport à ce qui s'en vient. Au niveau administratif, c'est pensable, mais si, mettons, on fait 2 séances de travail d'1 mois, un conseil aux 2 mois, on sait que des fois, il peut y avoir des choses qui s'insèrent. Si on prend cette avenue-là, peut-être dans le mois qu'il y a 2 séances, on a quelque chose à passer au niveau de la MRC, est-ce que c'est pensable de faire une réunion spéciale ce soir-là, convoquer, on fait une petite demi-heure pour une passe, ça deviendrait une alternative pour ne pas être serré sur 2 mois, parce que des fois sur 2 mois, le lag va être trop long avec les 2. Et éviter les déplacements aussi. On a déjà l'option d'avancer, mettons, c'est demi, mais de repousser, mettons, notre séance. On est déjà là. C'est ce qu'on a fait il y a quelques temps. On avait une soirée de travail puis on avait besoin d'une résolution. Donc, c'était une séance spéciale au début de la soirée de travail. Ça a duré 15-20 minutes et puis on a entamé nos discussions. Il y avait M. Dupuis qui voulait intervenir. Je suis dans le même sens, M. Marcotte, parce que des fois, nos directions générales, des fois, attendent certaines informations suite au Conseil des maires. Je ne sais pas si on peut aller drastique à tomber à 6 par année, mais je me disais déjà 2 par trimestre, ça serait déjà pas si mal aussi. Tu sais, ça pourrait être c'est juste une suggestion que je fais. Mais déjà, on en descend 2, puis après ça, on pourra voir si on prend une bonne
une bonne élan, on peut aller plus loin par exemple. On pourra regarder pour les municipalités, c'est souvent aussi soit des demandes de financement qui sont demandées ou des avis de conformité. Ouais. Donc, si on pourrait voir là, comment on facilite, puis s'assurer là, qu'il n'y ait pas de retard. Là. Ouais, c'est ça. OK. Parfait. Madame Gendron? Mais c'est sûr qu'on a plein de projets en commun à MRC qu'on en parle ici, mais il y a des projets qui ne relèvent pas de la MRC, mais qui vont toucher peut-être 90% des maires. J'aimerais ça que ça puisse émerger de nous autres, des questionnements qu'on se proposerait pour une rencontre, puis qu'on en discute avec naturellement M. Côté, mais c'est pas du temps perdu. À chaque fois qu'on discute ici, moi je ressors avec des outils et des bonnes réflexions. Alors, moi, je ne veux pas m'imposer non plus. Si vous voulez jaser un soir, vous me le dites, puis je vais me trouver d'autres choses. On entend que c'est une proposition qui vous plaît, puis là, il y aura on vous fera des scénarios. Puis on regardera ça à la prochaine séance. Super. Donc, il n'y avait pas de... C'était seulement... C'était un point d'information, en fait, là, que je voulais valider avec vous. Parfait. Donc, 3.14, démarche d'appel d'offres pour l'acquisition des équipements de réseau de vélos en libre service. Nous y sommes. Lancer le processus d'appel d'offres là, pour procéder à l'achat de nos vélostations. On a un budget confirmé de 170 000 jusqu'à maintenant. On a fait une autre demande au ministère des Transports le mois dernier, plus que le mois dernier. Je pense que je ne sais plus exactement la date. On espère bien avoir de bonnes nouvelles. Là, c'est une demande de 150 000 là, qui avait été déposée. Mais pour que le projet puisse se mettre en place dans les municipalités à l'été prochain, donc on doit, comme dans tout maintenant, s'y prendre d'avance pour procéder aux achats. Une particularité aussi dans cet achat-là, c'est qu'il y a un volet achat d'équipement, il y a un volet achat de services. Donc, on est en démarche aussi avec nos avocats. On va rencontrer le ministère des Affaires municipales aussi pour s'assurer de la bonne forme d'appel d'offres. Est-ce qu'il doit y avoir partie appel d'offres public? Est-ce qu'il y en a qui peuvent être sur invitation? Donc, on veut bien analyser ça, évidemment, pour ne pas commettre d'impair là, en matière d'acquisition de biens et de services. Donc, c'est pour ça qu'on vous le met là, sous ce libellé-là, donc de procéder à l'appel d'offres sous le modèle approprié et pour lancer le processus là, d'acquisition de nos vélos. En faire la proposition, M. Dupuis, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Boucher, merci beaucoup. 3.15, maintenant, on a quelques petites corrections à faire au procès-verbal. Donc, peut-être qu'on le vit chacun dans nos municipalités. Des fois, on reprend des affaires. Là, on le fait à la MRC ce soir. Quelques petits détails là, que je vous passe rapidement. Donc, il faudra corriger la numérotation de certaines résolutions pour être sûr que ça se suit dans le temps aussi. Il y avait quelques petites erreurs. Il manquait aussi la mention d'un poste budgétaire et de certains montants. Donc, la résolution est d'autoriser M. Côté à faire ces modifications-là, ces corrections-là, au procès-verbal du 7 septembre dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Théroux, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lefebvre? Merci beaucoup. Ça, c'était quand même assez... Est-ce qu'il y a des erreurs quand il nous manque de personnel? Ben oui, on le voit. C'est aussi bête que ça. Merci beaucoup. Alors, point 4, les points de discussion et d'information. 4.1, nous avons reçu la revue de presse. Oui. Donc, vous avez là, souligné dans la revue de presse différents événements là, qui se sont produits au cours du mois de septembre, notamment en lien avec la plus récente campagne électorale. La table des MRC du Centre du Québec avait porté 3 revendications politiques. Donc, on avait reçu les réponses aussi qui ne fermaient pas la porte, mais qui laissaient entrevoir aussi là, encore du travail à faire au niveau de la table. Table qui est en train de se structurer aussi là, pour pouvoir continuer à porter les revendications des municipalités et des MRC du Centre du Québec. Donc, c'est un des éléments qui apparaît. Vous avez différents projets aussi qui se sont déroulés dans les municipalités. Et on a souligné aussi là, certains éléments là, qui touchent des entreprises là, de notre territoire. Donc, comme à chaque mois, on vous invite à prendre connaissance là, de cette revue de presse-là pour voir toute l'actualité là, qui concerne notre territoire dans nos médias. Voilà.
Merci beaucoup, M. Côté. On est rendu à au rapport des présidents de nos différents comités, en commençant par les comités internes et le comité d'investissement. M. Noël. 29 septembre dernier, on analysait seulement qu'un dossier de prêt. C'est un dossier pour un démarrage de verger biologique au montant de 33 300 $, pour lequel un prêt de 10 000 $ a été octroyé dans le cadre du fonds d'investissement en agroalimentaire dans notre MRC. Nous avons eu également l'occasion de rencontrer la nouvelle analyste financière, Mme Julie Provencher, qu'on a nommée tantôt sur le CA de micro-entrepreneurs Centre du Québec. Mme Provencher est détentrice d'une maîtrise en administration publique et cumule plusieurs années d'expérience en développement économique local et régional, ainsi qu'en développement des communautés. De plus, à la suite d'une proposition d'un membre du comité d'investissement, nous avons rencontré M. Pierre-Alexandre Tremblay, qu'on a nommé aussi tantôt, qui s'est montré intéressé à combler un poste de représentant en milieu socio-économique au sein de notre comité d'investissement commun. M. Pierre-Alexandre Tremblay et MBA CPA possèdent une longue expérience en milieu manufacturier. Il est actuellement directeur des finances et ressources humaines chez Rovibeg de Nicolet. On en a parlé tantôt, mais je vous le répète. Et à ce titre, il comprend bien le contexte de gestion et de développement des affaires. Sa contribution viendra compléter l'expertise des membres actuels du comité d'investissement dans le cadre des réflexions et des décisions du comité. Ainsi, le comité d'investissement a fait la recommandation au Conseil des maires de nommer M. Pierre-Alexandre. C'est tout. Merci beaucoup, M. Noël. Alors, vous pouvez tout de suite enchaîner avec le comité de sécurité publique. Qui, cette fois-ci, a eu lieu le 27 septembre. La Sûreté du Québec a déposé son rapport d'activité. On en a parlé tantôt aussi. Qui couvre la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, lequel a été adopté par les membres du CSP. Les principaux faits saillants ont été soulignés. Nous avons questionné les représentants de la Sûreté du Québec sur le recours au mécanisme de requête municipale mis en place pour les municipalités. Nous avons reçu la confirmation que ce moyen est bien utilisé et qu'il s'avère très efficace. Je profite donc de l'occasion pour vous rappeler l'importance d'utiliser ce mécanisme qui permet à la Sûreté du Québec d'assurer un suivi auprès des municipalités. Nous avons aussi discuté de l'opportunité de poursuivre notre partenariat avec la Sûreté du Québec pour avoir des cadets sur notre territoire. L'été prochain, le CSP a fait part de son intérêt à poursuivre cette collaboration. Nous avons cependant indiqué que la décision finale sera prise par le Conseil des maires, bien sûr. Si notre Conseil poursuit cette collaboration, il sera possible d'ajuster la période de présence des cadets en la prolongeant de 2 semaines pour couvrir les événements qui se tiennent un peu plus tard au mois d'août. Il n'y aurait pas de frais supplémentaires. Et les 400 heures prévues pour la période estivale seraient étalées sur 12 semaines plutôt que 10. Il serait aussi possible que les cadets viennent se présenter au Conseil des maires au début de la saison 2023, vers le mois de mai ou juin. Merci bien. Merci, M. Noël. Comité de sécurité incendie maintenant, M. Deschênes. Oui, moi, je n'ai pas de résumé, là, mais je vais partir de la rencontre de l'ordre du jour de la rencontre d'hier soir. C'est vrai. Donc, dans l'ordre du jour, il y avait le bilan du 2e et 3e trimestre 2022. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du niveau de cette année, là, on commence à faire des visites au niveau des fermes. Pas juste des entreprises, mais aussi des fermes. Donc, il y a Martin, qui est préventionniste ici à la MRC, qui en fait. Il y a M. Boisclair, qui est dans Saint-Esprit, qui en fait. Puis M. Marcotte, à Saint-Honoré, Frédéric, qui en fait. Ensuite, il y a eu une estimation des besoins en formation. Donc, chaque chef pompier devait donner un certain nombre de pompiers éligibles à avoir de la formation. Donc, normalement, il y a à peu près une dizaine de pompiers là, qui sont formés. Ensuite, il y a eu le SUMI. On a partagé qu'il y avait eu un entretien, une réparation assez importante là, au niveau de la pompe à essence. Là. Il y a eu un bris majeur, là, fait que il y a un coût à peu près de 2 000 $. Puis on s'en sert à l'occasion, dont à Saint-Honoré, quand il y a eu le déraillement du train. Là, pas un déraillement, c'est
Donc, il y a eu un bris, quelqu'un qui avait fait un méfait sur la voie ferrée. OK. Donc, le soumis a été appelé là, en soutien. Là. Il y a eu aussi une information concernant le salaire au niveau des pompiers, là, le salaire régional, pour voir l'aperçu, parce que les directeurs avaient cette préoccupation-là. Beaucoup de pompiers se plaignent que quand ils sont appelés sur un cadre, ils quittent un emploi souvent qui est pas mal mieux rémunéré que ce qu'on peut leur donner. Donc, il y a comme quelque chose qui ne clique pas. Là. Ça n'incite pas les gens à se porter volontaire là, comme bénévole. Pas bénévole, mais pompiers volontaires. Donc, il y a toute une échelle salariale qu'on a partagée. C'est sûr que chaque municipalité, on ne peut pas avoir quelque chose de commun. C'était un peu le souhait des chefs pompiers, mais c'est quelque chose. Chaque municipalité est libre de donner le salaire qui lui donne, qui est supposé donner à ses pompiers. Ensuite, on se posait la question, on a parlé dans certains conseils des maires, la possibilité d'avoir un comité régional de santé et sécurité au travail. Je ne sais pas si tu as pris le temps de regarder ça, Michel, pour voir si Bien, c'est ça. c'était possible de le faire. Pas encore, mais c'est dans mes notes. OK. Donc, on avait un suivi là-dessus, on voulait avoir... Il y a aussi la réglementation uniformisée concernant les feux à ciel ouvert. Il y avait une confusion, par rapport à différents conseils. Il y a eu comme 2 versions. Puis on ne savait plus trop que c'était. Puis Martin a fait sortir par la greffière à la ville, là, les municipalités là, qui ont envoyé leur résolution. Donc, il y a quelques municipalités là, qui n'ont pas... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pris la résolution, sauf qu'il n'y a pas eu de suivi par rapport à la greffière. Donc, chaque maire qui était là hier sont repartis avec la liste. Ils vont faire le suivi avec le DG. Okay. Donc, ensuite, il y a aussi un autre point qui s'appelle poursuite incendie. De plus en plus, il y a des jurisprudences qui vont se créer concernant des villes, des municipalités, même des chefs pompiers qui font face à des accusations, des amendes, qui fait en sorte que les personnes, même les chefs pompiers, il y en a un, entre autres, le procès n'est pas complété, là, mais il s'en va vers une amende de 500 000 $. Donc, il y a des municipalités aussi qui ont 1 million d'amendes. Donc, on se pose la question, on se posait la question si dans chacun de nos milieux, si les pompiers, les chefs pompiers sont assurés contre justement les poursuites potentielles. Je ne sais pas au niveau de la RQM s'il y avait quelque chose à valider là, voir s'il y a quelque chose qu'on peut avoir une espèce d'entente qui fait en sorte que tous nos pompiers sont couverts. Je sais que je parle de municipalité, là, mais il y a peut-être des choses, des vérifications à faire. Donc, je pense qu'il y avait une petite question, M. Deschamps. Est-ce que c'était là-dessus, Mme Gendron? Oui. Oui, Allez-y. remonter dans l'autre millénaire, là, j'étais déjà là en 1999 quand on a mis en place le régime d'incendie. Puis ça, c'était M. Lucien Bouchard, puis on était supposé d'avoir une immunité si on avait un schéma de couverture de risque. Est-ce que c'était juste au niveau des municipalités? Est-ce que ça ne comprenait pas tous les services de police, des incendies? C'est ce qu'on pensait, mais là, on commence à avoir des jurisprudences. Ouais, Donc, c'est parce que il y en a entre autres à Saint-Cyril puis à Saint-Philippe. Ouais, c'est surtout en lien avec les assurances. On est toujours assurés jusqu'à temps que c'est le temps de payer. Donc là, ils remettent beaucoup ils vont surtout aller gratter, à savoir si le schéma était respecté. S'ils trouvent des failles, c'est là que les poursuites arrivent. Et c'est là que les chefs pompiers peut-être vont se décider tantôt, parce qu'il y en a qui c'est une poursuite de 500 000 sur le dos. Comme là, je pense qu'il y en a une à Trois-Rivières qui vient d'être réglée.
de 2012. Ouais. Souvent, ça ne sèche pas en 6 mois, donc tu as le temps d'y penser pendant plusieurs années avant que ça sèche. Donc, c'est là le côté que eux, les directeurs de services incendie, vont vouloir avoir une protection supplémentaire. C'est sûr que les fautes graves, mauvais jugement, ça ne rentrera pas en ligne de compte. Par contre, ils ont besoin d'un minimum de support et de protection pour se protéger. C'est ça, pour faire le travail. C'est plus en lien avec les assurances qui, eux, grattent jusqu'à temps qu'ils trouvent une faille et qui poursuivent mieux pour payer. Est-ce qu'il y avait d'autres points, M. Deschamps? Non, il y a communication radio, répéteur à Saint-Léonard, le secteur de Saint-Léonard, Saint-Père, tout ça. La communication ne se fait pas très bien. Okay. Il y a des gens qui travaillent sur l'analyse du problème potentiel, là, mais on n'a pas trouvé de solution. Il y a aussi il y a une demande aussi de vérifier, de revenir sur l'entente des entraides qu'on a entre nous autres, à date de 2018, la dernière entraide. Donc, il y aurait peut-être des choses à retravailler au niveau des salaires, parce que les salaires ont changé. Donc, merci à beaucoup. suivre. M. Noël? Petit commentaire, je fais partie, moi, à la FQM, là, le comité assurance. On a eu un comité il y a 2 semaines, justement, puis on a parlé du cas de Trois-Rivières. Et puis, il va y avoir, c'est sûr, la MMQ, ça s'appelle plus la MMQ maintenant, c'est la FQM Assurance. La FQM Assurance va sûrement, mettons, intervenir pour vous dire qu'il y a une grande importance par rapport au schéma d'incendie qu'on adopte. Même si on adopte un schéma d'incendie, ça ne veut pas dire que dans les 3 années ou dans les 5 années, que ce schéma-là va durer, qu'il ne peut pas avoir des éléments qui viennent changer à un moment donné. Si on a des pompiers qui sont malades ou on a moins de pompiers, on les perd parce qu'ils déménagent ailleurs, c'est très important de le signifier par rapport à notre schéma d'incendie, de le changer notre schéma d'incendie, parce que c'est toujours actif, hein, ça, un schéma d'incendie. C'est pas parce qu'on l'adopte pour 5 ans qu'il est gelé pour 5 ans. C'est à cause de ça que la Ville de Trois-Rivières a été poursuivie, justement. Parce que la Ville de Trois-Rivières n'a pas été capable de remplir son mandat, puis ils ne l'ont pas signifié. À ce moment-là, ils se sont fait poursuivre. Si tu le signifies, tu as ton immunité à ce moment-là. C'est justement un sujet qui est très délicat, puis justement, il y a des jurisprudences par rapport à ça. C'est important que cette information-là soit donnée à tous les chefs pompiers. Ils vont le faire, là, ça va être dans nos municipalités, puis les municipalités, vous allez devoir le dire à vos services incendies. Vous aviez comité culturel, M. Deschaines, mais on a quand même tantôt passé au travers les projets. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que VIA, c'est M. Dupuis? Alors, une rencontre qui s'est tenue le 4 octobre dernier. Alors, en résumé, la croissance de l'écoute s'est poursuivie à l'été 2022. Croissance de 21,7 de la portée totale par rapport à l'été 2021. La moyenne d'auditeurs au quart d'heure est en hausse de 29,3 comparativement à la saison estivale précédente. Les travaux de rénovation des studios de production se sont complétés dans les dernières semaines. Ces nouveaux espaces permettront d'augmenter le volume de production originale et seront dans le futur adaptés pour la captation vidéo. Afin de contribuer à la croissance de l'auditoire, une nouvelle campagne publicitaire majeure est présentement diffusée. Des publicités de VIA 90.5 sont diffusées à la télévision, sur des panneaux d'affichage, des autobus, dans des journaux, des salles de cinéma et sur Internet. Une nouvelle version de l'émission du Retour à la maison est maintenant animée par Fernando Gas et Maude Lantaigne, a pris l'antenne à la fin août dernier. Une couverture étendue de la campagne électorale québécoise a été diffusée à la radio et sur le site web via.fm. Chaque candidat dans Nicolet-Yamaska a été invité à une entrevue de longue durée diffusée en ondes et a participé à un débat des candidats qui s'est tenu devant le public au Centre des arts populaires de Nicolet. Merci beaucoup, M. Dupuis. C'est ce qui met fin à nos différents comités. On serait rendu à 4.3, dépôt du bilan des activités 2022 en lien avec les cadets de la SQ. Est-ce qu'on a ça? Raymond? M. Noël? Non?
Il nous a pas, oui, il nous a pas été... pas été transmis? Non, c'est ça. Je pense qu'il n'avait pas été transmis. Mais en fait, on voulait vous présenter essentiellement là, les différentes interventions là, qui ont été réalisées. Donc, les cadets se sont présentés dans différents événements. Ce sur quoi on voulait insister beaucoup là, en vue de la planification budgétaire pour l'année prochaine, là, M. Noël en a fait mention, c'était l'intérêt du Conseil à poursuivre là, cette collaboration-là avec la Sûreté du Québec. Le CSP devait manifester son intérêt pour que la SQ déjà réserve, si jamais vous souhaitez aller de l'avant, là, réserve la possibilité d'avoir des cadets pour l'an prochain à un montant là, similaire, là, variable entre 10 000 et 12 000 là, pour la saison. Mais au niveau du CSP, là, on leur a signifié là, que la décision serait prise là, lors de l'adoption du budget, puis ça convenait, mais sachez que le CSP a quand même manifesté son ouverture pour la suite pour s'assurer que si vous souhaitez aller de l'avant, bien, on puisse en avoir aussi. Je pense que les cadets sont très présents. Là, on vous transmettra là, la liste des interventions où ils sont allés. Puis comme on le nommait tout à l'heure aussi, bien, il y aura possibilité qu'ils viennent se présenter ici. Vous pouvez déjà voir, mettre un visage là, sur les noms, puis des fois leur soulever des éléments ou des lieux particuliers où vous souhaiteriez une présence là, de leur part dans le courant de l'été. Est-ce que ça remplacerait les visites dans chacune des municipalités ou ça serait en plus? Non, c'est en plus. En plus, oui. Parfait. Le bilan des activités, on l'a déjà. On pourrait le transmettre. On va pouvoir le transmettre, là, oui. On va le transmettre, vous allez voir la ligne. OK. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à Affaires financières 5.1, suivi du budget au 30 septembre 2022. Madame Mayotte. Michel, c'est juste parce que là, dans le fond, je viens de me rendre compte que c'est pas le bon document qui est sur l'intranet pour le suivi de la présentation. Vive la pénurie de main-d'œuvre. J'ai comme la version abrégée de 4 diapositives, mais j'en aurais 10. Fait que je te l'ai envoyé par courriel, je ne sais pas si on le met sur l'intranet. En tout cas, le Mettons plus le crâne, ça, c'est sûr. Oui, sinon, peut-être le présenter, on pourra aller le voir après. Il faut que ça apparaisse. Vous avez une session de 4 pages là, qui est disponible sur l'intranet présentement. On a fait exprès pour vous souligner, oui, pénurie de main-d'œuvre, ça a des impacts, donc vous le voyez. La personne en informatique, là, va être très utile. Donc, je vous présente le suivi budgétaire au 30 septembre 2022. C'est donc la période totalise 75 de l'exercice. On s'attend donc à avoir un résiduel de 25 au 30 septembre. Je vais commencer par vous présenter le tableau sommaire habituel, puis ensuite, je vais vous présenter un prévisionnel des revenus et des dépenses au 31 décembre 2022. Donc, le premier tableau que vous pouvez voir, c'est dans le fond le sommaire au 30 septembre 2022. Comme je l'ai mentionné, dans le fond, on vise un résiduel de l'ordre de 25 %. C'est la barre horizontale qui représente l'objectif à atteindre. Cette année, pour cette présentation-là, j'ai décidé de présenter côte à côte les revenus et les dépenses. Donc, on voit les revenus en vert, les dépenses en bleu. Et on voit que la majorité des parties sont près de l'objectif de 25 % et que les revenus suivent les dépenses, c'est-à-dire qu'on est près de l'excédent zéro. Donc, les parties qui se démarquent, on a le développement économique, le développement des territoires, l'urbanisme et la fibre optique, qui affichent un solde résiduel budgétaire supérieur aux 25 % attendus. Donc, ces écarts sont en lien, dans le fond, avec des projets non réalisés ou simplement reportés. Donc, là, c'est un tableau que vous n'avez pas. Là, donc, je vous présentais les revenus par catégorie. On avait, dans le fond, avec le suivi au 30 septembre et le prévisionnel au 31 décembre. J'ai comme des suivis, dans le fond, des colonnes de pourcentage là, qui vous indiquent là, où on est rendu au niveau du budget. Donc, la première catégorie de revenus, ce sont les quotes-parts. Donc, les revenus de quote-part affichent un solde résiduel de 25 % au 30 septembre et de 0 % au 31 décembre, ce qui est normal car on fait une constatation linéaire de ce type de revenus. La deuxième catégorie de revenus, c'est les subventions. Les revenus de subvention affichent un résiduel de 45 % au 30 septembre et de 28 % au 31 décembre, sur un budget de 3,7 millions. Je vais détailler les écarts un petit peu plus loin là, quand je vais parler plus en détail des subventions. Ensuite, la troisième catégorie de revenus qu'on a, ce sont les ententes de services.
Les ententes de services sont en dépassement budgétaire de 1 au 30 septembre et de 30 au 31 décembre. C'est le détail. Dans le fond, je vais aussi vous présenter un petit détail des ententes de services un peu plus loin. Ensuite, au niveau des revenus, on note des appropriations de surplus. Dans le fond, les appropriations de surplus libres ont été moins élevées que prévu. On a des appropriations de 102 728 $ au 31 décembre, alors que nous avions prévu nous approprier 135 277 $. Les appropriations 2022, dans le fond, ils ont été en lien avec des contributions à divers organismes, tels que Point de Rue ou la CDC avec la carotte joyeuse. On a aussi des contributions concernant des projets d'aménagement, tels que la gestion des actifs, les adaptations au changement climatique et les installations de bornes électriques sur le territoire. L'appropriation prévue qui n'a pas été réalisée, dans le fond, qui crée l'écart entre le budget et le réel, c'est la régularisation des dossiers d'évaluation. Mais en ce moment, on a une proposition là, qui est à l'étude avec la FQM là, pour régler ce dossier-là. Ensuite, dans le fond, je vous détaille les subventions. Donc, au niveau des subventions, on note la subvention Fonds Région Ruralité, dans le fond, qui est la subvention de fonctionnement général de la MRC. Au 31 décembre, dans le fond, on s'attend à avoir un excédent budgétaire d'approximativement 270 000 $. Ce surplus-là est expliqué, dans le fond, principalement par des dépenses salariales surévaluées causées par des départs qui n'étaient pas prévus ou des projets aussi qui n'ont pas été réalisés ou qui sont simplement reportés à l'exercice suivant. Ce surplus a été considéré là, quand on a établi le budget 2023. Il est déjà dépensé. Ce surplus est expliqué dans le fond, celui-ci, c'est une dépense salariale. Bon, OK. Donc, la deuxième subvention, on est sur la subvention de mise à niveau informatique. La subvention de mise à niveau informatique affiche un résiduel d'environ 500 000 $ en fin d'exercice. Une proposition va vous être présentée dans le fond pour l'utilisation de cette somme. Cette subvention, pour le moment, a permis l'acquisition d'ordinateurs, de logiciels, d'un serveur, d'un drone. On a fait l'acquisition d'un logiciel de gestion de conseils sans papier, un logiciel de gestion des dossiers de clients. On a de la mise à niveau en gestion documentaire et en archivage, un écran pour la salle de conseil et une contribution à la société de télévision communautaire Télécœur. Ensuite, une des subventions principales que nous avons est la subvention AEQ, qui est la subvention Accès Entreprise Québec. Donc, cette subvention est budgétée pour le financement de 3 ressources, 2 en développement économique et 1 en promotion de territoire. Fait que la somme prévue, dans le fond, elle a été utilisée en totalité pour le financement des salaires tels que prévu. Au niveau des subventions en aménagement du territoire, c'est l'entièreté de la subvention signature et innovation, dans le fond, qui avait été présentée, mais finalement, la majorité des projets en lien avec cette subvention-là étaient reportés aux exercices suivants. On peut aussi penser, dans le fond, aux projets de vélo, libre-service, puis aux abribus qui ont été reportés également. On a également les subventions SHQ. On a reçu, à ce jour, 175 456 $ de la SHQ. Ça nous a permis de verser 6 subventions pour le programme de résidence endommagée par la pyrotite, le programme d'aide au domicile et le programme Réno-Région. Au niveau des subventions de développement économique et culturel, l'écart, dans le fond, avec le budget, c'est causé par la subvention du ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration pour le projet Immigration. Ça a été reporté à 2023 également. Les subventions MTQ n'apparaissent pas au budget, on les a pas budgétées, donc parce qu'on les reçoit, puis on les retransfère directement à l'organisme de service, le transport de personnes MRC des cantons. Ensuite, au niveau des ententes de service, je voulais simplement vous présenter le prévisionnel au 31 décembre qui est de 732 112 $ versus un budget de 563 395 $. L'écart, il est dû, dans le fond, parce qu'on n'avait pas budgété les droits de mutation, parce qu'on pensait transférer la gestion aux municipalités en début d'exercice, mais finalement, le projet a été retardé, puis on a géré les mutations jusqu'à tout récemment, là, en août, pour certaines municipalités.
Dans le fond, les différents ententes de services que la MRC offre, qui sont inclus dans le budget qu'on voit ici. On a la gestion des ventes pour non-paiement d'impôts fonciers, la gestion des redevances pour les carrières sablières, les droits de mutation, le service informatique, le service de préventionniste incendie, service d'aménagiste, des travaux de cours d'eau, service d'agent de communication et un service d'inspection nuisance. Donc ici, le tableau des revenus qu'on voit, le diagramme circulaire, on peut observer la répartition des revenus selon les différentes catégories. Le cercle intérieur, dans le fond, ça représente le budget, puis le cercle extérieur, le prévisionnel au 31 décembre. Donc, on peut voir que la MRC a principalement été financée par les revenus de subvention, suivi de près par les quotes-parts, suivant ensuite les ententes de services et les appropriations de surplus qui sont de l'ordre de 2 %. Au niveau des dépenses maintenant, j'ai listé les catégories de dépenses que vous ne voyez pas, mais qui seront sur le document. C'est beau rapport, je peux vous le dire. Il y a de la couleur, c'est beau. Donc, au niveau des dépenses, on note, ce sont les salaires qui représentent la dépense la plus importante du budget. Celle-ci est en excédent budgétaire de 4 et c'est causé par des départs non prévus. Dans le fond, on a un prévisionnel de 2,4 millions de dépenses salariales sur un budget de 6,2 millions. Ensuite, si on regarde les dépenses présentant des écarts importants avec le budget, on peut noter l'écart déficitaire de 20 % au niveau des ententes de services. Mais encore là, c'est les droits de mutation. Dans le fond, les revenus suivent la dépense. Donc, c'est normal, on a un écart au niveau des revenus, on a un écart au niveau des dépenses. Au niveau des frais informatiques, on a eu moins de dépenses que prévu parce qu'on a revu certains objectifs, dans le fond. Concernant les projets, c'est le même principe que lors de l'analyse des revenus. Les dépenses en lien avec les projets financés pour la subvention signature innovation étaient reportées. Donc, la même chose pour les dépenses. Les projets culturels, dans le fond, on avait sous-évalué la dépense, mais la subvention avait également été sous-évaluée, donc aucun impact au niveau de l'excédent prévu lors de l'exercice. On avait également budgété un montant pour le réseau de fibre optique, mais on a décidé les priorités ont changé, puis on n'ira pas de l'avant avec le projet. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'analyse des dépenses. Et pour terminer, j'ai le même diagramme circulaire, dans le fond, qui présente les catégories de dépenses, les MRC. Donc, on voit que les salaires des employés constituent la dépense la plus importante. On parle de 44 % au 31 décembre 2022. C'est suivi par les dépenses associées aux projets, aux honoraires professionnels et aux ententes de services. Alors voilà, ça met fin au suivi budgétaire au 30 septembre 2022. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? Parfait. Donc, on aura la version finale prochainement. Merci beaucoup. 5.2, dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec. Oui, donc on a, c'est pas un élément nouveau. En fait, la MRC avait été auditée sur les rapports financiers dans les dernières années. Il y avait eu certains délais qui avaient été justifiés lorsqu'on avait été audité. Là, notamment, il y a une année, on l'avait transmis le lendemain de la date prévue. On était dans le contexte COVID aussi. Et il faut tenir compte que quand on parle de pénurie de main-d'œuvre aussi, bien, nos auditeurs aussi les vivent et des fois, il y a des délais supplémentaires. Donc, on avait justifié tous ces éléments-là. En fait, pourquoi on vous le met à l'ordre du jour ce soir? Ça vous avait été présenté il y a plusieurs mois déjà, mais on n'avait pas passé de résolution. En fait, on l'avait juste déposé. Donc, ça prend une résolution là, pour confirmer là, que vous l'aviez reçu. Et je pense qu'il est déjà sur le site disponible. Donc, on va régulariser la situation. Là. On a reçu une lettre de la commission municipale à cet effet-là. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la résolution. Est-ce que c'est une question, Mme Gendron? Bien, c'est une question, oui, mais j'appuie aussi. OK. Je pense que c'est des situations qu'on va vivre encore plus dans l'avenir. Nous autres, l'année passée, c'était un retard pour nos états financiers qui était dû au retard dans la régie des incendies qui fait partie de notre conto. Puis là, mais ça finit plus les démarches, puis l'énergie que ça prend, des ressources qui sont déjà très difficiles à avoir. Je ne sais pas, Raymond, mais au niveau de la FQM, puis au niveau de l'autre union aussi,
faut quand même les sensibiliser à ça. On va faire face à toutes sortes d'urgences réelles sur le terrain de distribution d'eau puis de glissement de terrain. Puis pour une journée de retard dans le rapport, mais il faut travailler après ça. À un moment donné, il faut revenir en réalité. Là. Je ne sais pas vraiment si tu as entendu parler d'autres cas, là, mais nous, on nous a rentré dedans. Je pourrais l'apporter, justement, pour qu'on puisse en discuter la prochaine séance. C'est le statut des gouvernements de proximité. Exactement. Oui. C'est juste dit quand c'est le temps de passer un pacte fiscal. Exactement, il faut s'en souvenir. Merci. Donc, Mme Gendron a fait la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Monsieur Juste Lemire? En complément, là, Ah, pour. oui, non, mais c'est correct. Là. Donc, à chaque année, on produit pour le début d'année. Donc, les auditeurs viennent, souvent c'est au début du mois de mars. Donc, les documents sont toujours prêts aussi. Les délais, souvent dus au traitement ou à la quantité de dossiers qu'il y a à traiter. Là. Donc, ça n'a jamais été dans le cas de retard. Nous, dans la production, en fait, on était toujours prêts à temps. Mais effectivement, oui, il y a toutes sortes de délais qui souvent sont hors de notre contrôle qui expliquent ça. Donc, oui, il y a des audits, mais les explications qu'on a fournies avaient été acceptées aussi. Là. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien. De toute façon, la Commission n'a pas de pouvoir de sanction à ce niveau-là. Mais effectivement, on doit le publier, comme quoi il y a eu des retards là, au niveau de cette transmission-là. Donc oui, effectivement, on s'assure là, que c'est toujours fait dans les délais, mais on y va avec les priorités qu'il y a à établir aussi. Merci beaucoup. Donc, on avait 5.3, 5.4 qui ont été retirés de l'ordre du jour. On serait donc rendu à la période de questions. Messieurs, madame, pas de questions? On continue? Parfait. Dossier maintenant, aménagement, forêt, cours d'eau, carrière sablière. Monsieur Croteau, 7.1, avis de conformité au règlement 2022-07, municipalité de la paroisse de Saint-Célestin. C'est une modification du règlement de lotissement qui permet une certaine flexibilité. Il y avait des dispositions pour le lotissement au niveau agricole où on était... des mesures bien précises, alors que les terres, les voies en subdivision, en vente, etc., ça ne fonctionnait pas. Alors, en même temps, on a profité de l'occasion de mettre à jour un peu les dispositions au niveau du lotissement. Alors, c'est conforme au schéma, puis je vais en faire recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appeler? M. 7.1.2 maintenant, autre avis de conformité concernant la municipalité de Saint-Wenceslas. C'est une modification du règlement de construction. La municipalité avait une disposition qui n'apparaissait pas. Maintenant, il y a un réseau d'égouts présent en avant de la maison ou du terrain. Bien, il y a l'obligation de se brancher. C'est conforme au schéma, puis je vais en faire recommandation. Merci beaucoup, M. Croteau. M. Boucher a fait la proposition. M. Vouligny, merci beaucoup. Il n'y avait pas rien dans cours d'eau et carrière sablière. Demande d'appui concernant le projet de conservation légale de la propriété du cercle de la forêt d'Hermann. Oui, donc c'est une demande là, qu'on a reçue, là, le cercle de la forêt d'Hermann dans la municipalité de Saint-Wenceslas, si je ne me trompe pas. Donc, ils souhaitent là, mettre en place là, une servitude de conservation. Donc, en fait, vous en avez vu, il y en a eu quelques-unes là, depuis les dernières années, là, des demandes comme ça qui nous demandent notre appui. Et à chaque fois, là, on rappelle là, notre objectif de conservation en lien avec notre plan sur la protection des milieux naturels, humides et hydriques, PRBNHH. Donc, c'est tout à fait en cohérence. Il y a le milieu municipal qui fait des efforts, mais il y a des citoyens aussi qui en font. Donc, on fait la recommandation là, d'appuyer là, cette demande d'appui là, pour le projet de conservation. M. Biron a fait la proposition. Peut-être que je vais prendre quelqu'un d'autre que vous, monsieur, Madame Gendron. Je veux dire que c'est mon ancienne directrice qui mène ça. Mais c'est vraiment une terre familiale qui aurait pu vendre beaucoup d'œuvres d'achat, mais il y a une destructrice. Donc, je vais passer mon tour pour... Bon. Alors, Madame Godette, vous n'êtes pas en conflit dans cette histoire-là? Parfait. Vous connaissez personne? Super. Alors, on avait une affaire nouvelle. M. Côté, le Galard nous demandait un représentant pour... Pour représenter la MRC et annoncer le prix qui sera remis là, le 17 novembre prochain au carré
350. 350? Ouais, 150? 150. Ah, moi, 150. moi, je suis le 350, excusez. Qui dit 200? On y va pour 200. On s'entend, on va trancher à poire en deux, ça va être bon. Au carré 200 à Victoriaville. Donc, vous voulez voir, M. Deschamps, je pense que vous représentez à plusieurs occasions la MRC. Donc, Est-ce que vous étiez disponible pour y aller? le 17 novembre. Carré 150 à Victoriaville. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Non, en fait, c'était pas une résolution. C'était... Moi, j'étais prête à la prendre. Là. J'en prendrai une au besoin, puis on verra, Okay. mais en fait, c'est Ben, parce qu'on a reçu M. la Noël demande. avait proposé M. Deschamps. Donc, est-ce qu'il y avait pas autre chose qui souhaitait être ajouté? Alors, je prendrai quelqu'un pour la levée de la... Oui? C'est pour la levée? OK, parfait. Merci beaucoup. Je vais noter l'heure cette fois-ci. Oui, merci. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Il est... J'ai personne. M. Marcotte, merci beaucoup.